bonjour à tous et merci de votre intérêt pour cette thématique et de votre intérêt pour le plan bleu. Donc, je suis Hélène Lemaître-Curie, je suis la directrice du plan bleu et je remplace Thierry Lavoux, président du plan bleu, qui devait intervenir aujourd'hui. Voilà, je me ferai le plaisir de vous parler de la Méditerranée, de vous parler de nos activités et peut-être en mettant un angle un petit peu plus sur le changement climatique que ce qui était à l'origine annoncé dans le titre. Donc on va effectivement parler aussi de pollution, on va parler d'occupation du littoral, on va parler d'un ensemble de tendances qui en fait se cumulent avec le changement climatique et que le changement climatique vient aggraver. Donc on sait que la Méditerranée est une zone qui est soumise à de très fortes pressions et parmi l'ensemble de ces pressions, le changement climatique en fait intervient vraiment comme un facteur aggravant. Donc on va remettre un petit peu de contexte avant de parler de changement climatique. Donc je vous parlerai dans un premier temps je pense que la question s'est déjà posée en introduction, donc qu'est-ce que le plan bleu et dans quel cadre est-ce que le plan bleu intervient depuis 1977 ? Ensuite, je vous présenterai un petit peu quelques points clés de manière très brève sur le contexte de la Méditerranée et un ensemble de facteurs que le changement climatique, sur lequel le changement climatique se surajoute et qu'il vient aggraver. Ensuite, on parlera plus précisément de quelques-uns des impacts du changement climatique en Méditerranée, des impacts attendus, mais aussi des impacts déjà actuels, parce qu'on parlait tout à l'heure des générations de nos enfants, de nos petits-enfants. De fait, en Méditerranée, le changement climatique, il est déjà là et on en voit déjà un certain nombre d'impacts. Je pense que la canicule d'hier et le fait qu'on ait pris, et d'aujourd'hui, mais le fait qu'hier on ait augmenté de 4 degrés 4 le maximum de canicule en juin qu'on n'ait jamais atteint montre bien qu'en France et certainement en Méditerranée, on est déjà dans un contexte de changement climatique avec un ensemble d'impacts qui se manifestent. Et puis finalement, je dirais quelques petits mots de défis pour l'avenir et puis qui introduiront peut-être aussi les présentations à venir. Donc, qu'est-ce que le plan bleu ? Le plan bleu, c'est un observatoire méditerranéen du développement durable qui a été mis en place donc par la France dès 1977 pour appuyer la Convention de Barcelone. La Convention de Barcelone, et le plan d'action pour la Méditerranée. Donc, dès 1975, les pays méditerranéens se sont mis d'accord pour collaborer sur un ensemble d'enjeux environnementaux et de développement durable qui touchent la mer Méditerranée, mais qui touchent aussi son littoral. Donc, 1975, première vraiment collaboration institutionnelle autour de la question de la Méditerranée et de sa préservation, avec l'adoption du plan d'action pour la Méditerranée. Ce plan d'action a été suivi en 1976 par l'adoption d'une convention de mer régionale, qui est la première des conventions de mer régionale qui a été conclue sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a développé depuis tout un programme d'appui à la conclusion de conventions de mer régionale. Donc la mer Méditerranée, première convention, qui s'appelle la Convention de Barcelone, conclue en 1976. Les pays, pour appuyer la mise en œuvre de cette convention, ont mis en place un fonds méditerranéen qui permet de travailler ensemble sur ces questions-là, mais aussi un certain nombre de centres d'expertise technique qui appuient la mise en œuvre de la convention. Donc le plan bleu, c'est un des centres qui appuie la mise en œuvre avec un rôle particulier, puisque chacun de ces 6 centres joue chacun un rôle spécifique. Le plan bleu, son rôle, c'est de porter à connaissance des décideurs et des acteurs du bassin un certain nombre d'analyses sur l'état du bassin, sur son évolution, sur l'efficacité des réponses qui sont apportées et donc d'apporter un éclairage à la fois par une analyse qui se produit aujourd'hui, mais aussi en accompagnant une réflexion sur l'avenir à travers des travaux de prospective. Et le plan bleu a déjà accompagné 2 grands projets structurants de prospective pour dégager une vision commune à l'échelle du bassin sur lesquels les décisions puissent ensuite s'appuyer, une qui a été publiée en 1989 et une autre en 2005. Et on en dira quelques mots. Nous sommes engagés à la demande des 21 pays riverains du bassin et de l'Union européenne dans la définition du prochain exercice de prospective, puisque depuis 2005, énormément de choses ont changé à l'échelle du bassin et notamment, on a une perception beaucoup plus fine
et plus inquiétante des impacts du changement climatique, et c'est une des raisons majeures pour se reprojeter ensemble vers l'avenir et construire un nouveau travail de prospective. Donc ça, la prochaine diapositive, donc elle présente en fait le dispositif d'appui à la Convention de Barcelone et au plan d'action pour la Méditerranée avec un ensemble de centres. On pourra en parler de manière plus précise si vous le souhaitez. Il y a donc un centre qui est basé à Tunis, qui s'occupe d'appuyer la mise en œuvre de politiques régionales sur la biodiversité, avec notamment un réseau d'aires marines protégées. On en dira un mot. Je vous parle d'abord des centres les plus anciens. Un centre qui est basé à Malte, qui s'appelle le REMPEC, et qui travaille sur la prévention de la pollution liée au trafic maritime, qu'il s'agisse de pollution accidentelle ou en ce moment de pollution de l'air, avec toute une réflexion sur la définition potentielle d'une zone basse émission en Méditerranée. On parle aujourd'hui de changement climatique, mais la question du changement climatique et de la pollution sont intimement liées. On voit bien qu'on a en ce moment à la fois un pic de canicule, un pic de pollution, donc des questions qu'il est important de traiter ensemble. On a aussi un centre ancien qui est basé à Split et qui s'occupe ici, on dit, de programmes d'action prioritaires, mais qui en fait s'occupe essentiellement de la question de la gestion intégrée des zones côtières, du littoral et du domaine marin très proche des zones côtières et qui accompagne des pays et des collectivités locales dans la planification de la gestion de l'espace et de la gestion des activités côtières. Et la Convention de Barcelone est intéressante parce que c'est la première qui s'est dotée d'un instrument juridique contraignant sur la gestion du littoral et de la zone côtière, donc qu'on appelle le protocole GIZC, gestion intégrée des zones côtières, qui est né dans le cadre de la Convention de Barcelone et que nous contribuons aussi à essayer d'accompagner, notamment en développant des méthodes participatives qui permettent aux acteurs de territoire de penser l'avenir en commun et de planifier donc le développement des territoires sur la base d'une bonne prise en compte des tendances d'avenir et notamment du changement climatique. Est basée à Athènes une unité de coordination du plan d'action pour la Méditerranée qui relève, elle, directement du programme des Nations Unies pour l'environnement et un programme aussi très ancien de lutte contre la pollution qui s'appelle MEDPOL. Enfin, on a deux centres qui sont plus récents, un basé à Rome qui s'occupe d'information et de communication et un à Barcelone sur la consommation et la production durable. Voilà, donc dans le cadre de cette convention, et je ne vais pas les revoir en détail, 7 protocoles contraignants sur lesquels les pays sont mis d'accord. Donc ce qui est intéressant pour nous, enfin moi je travaille depuis assez peu de temps sur la Méditerranée, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des pays qui aujourd'hui sont en conflit, qui traversent des crises majeures et qui pourtant continuent à échanger et à négocier sur des questions d'environnement et à faire avancer un certain nombre de cadres communs, qu'il s'agisse de cadres juridiques, de plans d'action, de stratégies communes sur les questions environnementales. Et voilà, donc je l'ai mentionné auparavant, mais aussi tout un travail sur la définition d'un réseau cohérent d'aires marines protégées à l'échelle de la Méditerranée avec un appui commun, des plans d'action communs pour la préservation d'un certain nombre d'espèces et d'habitats qui sont critiques. Donc on va parler peut-être maintenant un petit peu plus des enjeux dans lesquels s'insère la question du changement climatique en Méditerranée. Et le premier enjeu, c'est la question de la démographie en Méditerranée et de la pression qu'elle peut exercer sur le littoral. Donc la Convention de Barcelone portant sur la mer et sur le littoral, je vais parler peut-être un petit peu plus de ces questions maritimes et littorales, mais au plan bleu, et je pense que c'est vraiment une question, une approche qu'on partage beaucoup en France, on considère que ces questions sont extrêmement intégrées. Donc c'est très difficile de comprendre les dynamiques sur le littoral sans essayer de comprendre ce qui se passe sur l'ensemble des bassins versants. Et donc la présentation que vous aurez par la suite sur les questions agricoles notamment et de sécurité alimentaire sont des choses que j'ai un peu gommées de la présentation, non pas parce qu'on ne considère pas que c'est important, au contraire pour nous c'est crucial, mais parce que ça vous sera présenté après. Donc les dynamiques d'urbanisation et de démographie en Méditerranée, on a une certaine stagnation de la démographie au nord, mais par contre on continue à avoir une croissance extrêmement rapide au sud, une croissance de la démographie et une croissance urbaine. D'ici 2050, on attend 130 millions d'habitants de plus dans les pays du bassin méditerranéen,
et 150 millions d'urbains. Et quand on parle de ces dynamiques, c'est vraiment des dynamiques qui touchent le sud du bassin. Et notamment, et vous le voyez sur cette carte, et notamment les villes côtières qui ont connu une augmentation extrêmement importante depuis les années 60, mais dont la projection, c'est qu'elles vont continuer à s'étendre, y compris des métropoles majeures comme Istanbul ou comme Le Caire. Donc ça, quand on parle de changement climatique, le phénomène de la métropolisation, c'est un phénomène important pour deux raisons. Parce qu'on sait que les questions de changement de température vont être particulièrement critiques en ville, et aussi parce qu'on a une urbanisation qui se fait sur le littoral, dans des zones donc, qui vont être de plus en plus soumises aux aléas. La littoralisation, donc on le voit, une occupation de l'espace avec une concentration urbaine, mais aussi une concentration de la pression touristique. Les pays du bassin méditerranéen, c'est aujourd'hui plus de 300 millions de touristes par an à l'échelle des pays, mais sur une grosse partie sur le littoral, avec des pressions sur des ressources qui sont rares, sur des infrastructures qui sont rares, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, et puis une occupation de l'espace et des territoires qui est très importante. L'IRD, donc l'Institut pour la recherche sur le développement, estime qu'en 25 ans, on a 60% d'habitations de plus qui se sont installées dans la zone littorale, mais aussi une pression touristique qui reste très importante. Et on a actualisé récemment les chiffres et on voit que cela ça persiste. Les activités littorales et marines qui vont être impactées par le changement climatique, mais qui également pour certaines y contribuent, ont des dynamiques d'expansion en Méditerranée qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont extrêmement importantes pour certaines d'entre elles. On a en 20 ans un trafic maritime qui a été augmenté par plus de 3 fois en Méditerranée. Donc c'est une zone de trafic maritime majeur, avec un contrôle des pollutions accidentelles qui s'est nettement amélioré suite au protocole et aux mobilisations conjointes des pays, mais qui reste une question qui se pose. On l'a vu avec des accidents sur les 12 derniers mois. Une question aussi donc, de pollution de l'air qui est en discussion et qui est liée à ce trafic maritime. On a une activité de pêche qui traditionnellement, et on pourra parler de la question du changement climatique, sa répercussion sur les inégalités. Je ne sais pas si la question de la pêche sera abordée, mais la pêche aujourd'hui, c'est un secteur qui est quand même très très fortement impacté d'abord par la surpêche, mais qui demain le sera aussi par le changement climatique, avec une apparition rapide d'espèces invasives, donc notamment venues de la mer Rouge, et qui commencent à vraiment se répandre en Méditerranée. La Méditerranée étant une mer fermée, il y a une difficulté vraiment de migration des espèces plus froides, puisqu'on atteint un niveau de migration qui n'est pas possible. Et aujourd'hui, des nouveaux stocks de pêche qui se développent, qui sont en fait des espèces invasives déjà sur certaines parties du bassin. Donc on a une reconfiguration de l'activité de pêche, avec aussi des espèces existantes qui grandissent moins bien, enfin un ensemble d'impacts qui se cumulent avec celui de la surpêche qui est bien connu en Méditerranée et qui fait qu'aujourd'hui les débarquements de poissons ont baissé et qu'on considère que à peu près 90% des stocks de pêche qui sont pêchés sont dans un état d'exploitation non durable. Donc on voit une explosion du tourisme dont je parlais tout à l'heure, mais aussi une augmentation très rapide de l'activité aquacole. Et on dira un mot des impacts et des risques du changement climatique sur l'activité aquacole, qui est considérée comme une activité qui pourrait remplacer quelque part la pêche sur l'apport en protéines, mais qui n'est pas sans poser de problème en termes d'impacts environnementaux et peut-être même d'impacts induits en termes de changement climatique. On parle énormément des déchets marins en Méditerranée. On sait, et là je parlerai plus précisément, on parle beaucoup des plastiques avec des nouvelles décisions qui sont adoptées à l'échelle européenne, en France aussi sur un ensemble de pays du bassin qui prennent des décisions courageuses pour essayer de réduire les déchets plastiques. Mais on est effectivement dans une situation qui est particulièrement critique. La Méditerranée, mer fermée, soumise à une urbanisation très importante de son littoral, il y a une pression touristique très importante et une mer de concentration des déchets plastiques avec une grande partie de la biodiversité qui est testée, dont on constate qu'elle est impactée par les déchets plastiques. On a des formations au large de la Corse donc, qui se forment et se déforment d'îlots de plastique, de concentration plastique. On est vraiment face à une
Une situation qui est très critique, qui est quand même reconnue comme critique, avec un gros travail de collaboration à l'échelle régionale pour travailler ensemble à faire du transfert d'expérience, à prendre des décisions et des mesures sur la réduction des plastiques. Mais ces questions de pollution donc, viennent souvent se conjuguer là aussi avec le changement climatique. Des questions de pollution de l'air qui se posent, et j'en parlais en introduction, donc pollution de l'air et température viennent se conjuguer avec des pressions de la pollution de l'air qui sont très inégales sur le bassin méditerranéen, avec une situation qui est particulièrement critique dans certaines zones urbaines du sud et de l'est du bassin. On pense au Caire par exemple, avec des gros problèmes de pollution de l'air qui sont liés notamment à la pollution humaine, mais aussi à des poussières naturelles qui forment des vents de sable et qui se cumulent en fait pour créer un vrai problème de santé publique. On parle de problèmes de santé publique et on estime un nombre de décès liés à la pollution de l'air très important en France et en Europe, mais vous voyez qu'on est encore dans une situation beaucoup plus critique sur certains des pays de l'Est et du Sud. Donc un risque qui va être cumulé et accentué par le changement climatique. Une région en manque d'eau, donc ça on en parlera certainement dans l'intervention suivante, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais la Méditerranée est une des questions du monde, une des régions du monde avec le Sahel qui est le plus touché par le manque d'eau, avec en même temps une augmentation rapide de la consommation et de la demande en eau, notamment par l'activité agricole, mais pas seulement, qui vient poser un ensemble de questions donc sur les pays du Sud, avec des inégalités nord-sud très très fortes sur l'accès à l'eau. Et puis, lié à cette question des pénuries d'eau, une dépendance alimentaire qui est aussi importante sur le bassin, des pays qui sont très largement dépendants de leurs importations, notamment de céréales, avec des pays qui sont presque intégralement dépendants des importations pour leur consommation de céréales. Et on sait là que ce sont des aspects qui les rendent donc extrêmement vulnérables au cours des marchés mondiaux et donc aux accidents climatiques qui pourraient se produire dans les grands pays producteurs de céréales là aussi. Juste pour conclure, des écarts de niveau de vie qui, même si dans certains pays ont connu une croissance comme la Turquie, ont connu une croissance assez importante, des écarts de niveau de vie qui restent importants au sud du bassin et qui ne font qu'accentuer les problématiques sociales et d'accès aux ressources dont on parlera certainement aussi tout à l'heure. Pour parler maintenant, après ce contexte, cette partie plus contextuelle, pour parler maintenant vraiment du changement climatique et de ce qu'on en connaît en Méditerranée. Donc je vais vous présenter certaines analyses qui sont des analyses du Plan Bleu, mais aussi des analyses de nombreux de nos partenaires. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais le Plan Bleu, on est une petite équipe d'une douzaine de personnes, mais on travaille avec des réseaux scientifiques, beaucoup, des réseaux de partenaires, qu'il s'agisse d'ONG, de techniciens dans les ministères, de scientifiques qui nous appuient, et beaucoup des données et des résultats que je vais vous présenter émanent aussi du réseau scientifique MEDEC dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Alors le premier constat, et ça c'est un document qui est publié fin 2018, c'est qu'en Méditerranée, donc, le changement climatique est déjà là. Au niveau mondial, on estime que la température depuis l'époque pré-industrielle a déjà augmenté d'1 degré. En Méditerranée, on est déjà à plus d'1,5 degré. On estime qu'en Méditerranée, on est déjà à 1,6 degré d'augmentation de température et que quand le seuil de 1,5 degré sera dépassé, aujourd'hui on ne sait pas bien sûr quelle en sera la date selon les politiques climatiques entre 2030 et 2050 sans doute, en Méditerranée on sera plutôt en train de passer le seuil de 2,2 degrés. Donc, quand on parle des impacts du changement climatique, il faut savoir qu'ils sont fortement accentués en Méditerranée. Ce n'est pas forcément la zone la plus touchée. On sait que l'Arctique va être encore plus touché que la Méditerranée, mais on est vraiment dans une zone de fragilité qui peut être considérée comme un hotspot du changement climatique parce que le changement climatique est plus rapide et parce que les enjeux, comme j'ai essayé de le présenter tout à l'heure, sont plus aigus que dans d'autres parties du monde.
Alors bien sûr, on peut parler des pôles, on peut parler du Sahel. Il y a d'autres, la Méditerranée n'est pas seule, ou des îles du Pacifique n'est pas seule impactée, mais c'est une région vraiment où les conséquences du changement climatique sont critiques et le phénomène de changement climatique est plus rapide. Là, ce sont des graphes qui émanent donc des scénarios du GIEC qui nous donnent des projections à 2100 et on voit que selon la trajectoire, on est pour l'instant plutôt sur des trajectoires qui nous amènent entre plus 3 et plus 5 degrés à 2100 en Méditerranée. Donc on est vraiment sur des augmentations de température très importantes. Là, on parle de température en été, mais on sait que les températures au moment des canicules, les écarts sont encore plus élevés. Donc c'est plus élevé, des augmentations de température plus élevées en été qu'en hiver, mais encore plus, avec des différences encore plus importantes en période de canicule. On a des projections aussi sur l'augmentation des températures de la surface de la mer, avec là aussi des projections donc minimum et maximum qui de toute façon nous amènent dans des augmentations de plusieurs degrés. Alors, ces augmentations de température, on estime qu'elles vont probablement avoir des effets sur la santé. Donc là, j'ai cité l'exemple qui est rappelé par le réseau scientifique MEDEC, mais qui montre que certaines pathologies sont en fait accentuées par les augmentations de température. Donc, leurs conséquences et leur impact au moins sur certaines catégories de la population. De fait, il y a beaucoup d'incertitudes. En milieu marin, on s'attend avec l'augmentation de la température à ce qu'il y ait des bactéries, des virus qui aujourd'hui ne sont pas pathogènes et qui se mettent à le devenir, donc pas forcément pour l'homme, aussi pour les écosystèmes, mais c'est une incertitude et une crainte importante au niveau de la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'il va se passer sur les cycles de multiplication des virus, des bactéries, des pathogènes au sens large, dans un contexte de température accrue. Le réchauffement urbain, donc là il y a une étude par exemple qui me paraît particulièrement parlante, qui parle et qui là donc tient compte à la fois des projections de réchauffement de température et des phénomènes d'îlots de chaleur, et qui montre que dans la plupart des grandes villes donc de la Méditerranée orientale, on aurait un réchauffement de température tel que les mois d'été les plus froids, donc en moyenne sur un ensemble d'années, seraient plus chauds que ceux qui sont les plus chauds aujourd'hui ou qui étaient les plus chauds à la fin du siècle dernier. Donc des augmentations de température, on le voit là, qui peuvent atteindre des amplitudes très très importantes, en tout cas en l'état des politiques urbaines. Un impact sur la pluviométrie. Alors, à l'échelle mondiale, les impacts du changement climatique sur la pluviométrie, on s'attend à ce qu'ils soient hétérogènes, avec des zones peut-être davantage de précipitations ou des précipitations plus concentrées. En Méditerranée et notamment sur le sud de la Méditerranée, a priori, on a... Et puis des zones sur lesquelles il y a des fortes incertitudes. Ce n'est pas le cas en Méditerranée. En Méditerranée, les scientifiques sont assez certains que les précipitations vont diminuer, notamment sur le sud du bassin, avec des diminutions qui pourraient aller de 15 à 30%. Donc ça peut paraître relativement modéré, mais sur des zones sur lesquelles l'accès à l'eau est déjà tellement critique, avec des pressions sur les ressources en eau qui parfois se font de manière minière, où on est en train déjà d'exploiter des nappes fossiles ou de surexploiter des nappes côtières sur lesquelles il y a déjà des phénomènes de salinisation qui sont liés à notamment l'intrusion de la mer dans des eaux salines dans ces nappes. Le fait qu'on aille vers encore une diminution de la pluviométrie, c'est quelque chose qui est particulièrement inquiétant. On a aussi des phénomènes d'acidification, donc je pourrais y revenir si vous le souhaitez, qui sont déjà perceptibles en Méditerranée et dont on s'attend à ce qu'ils s'accentuent, comme on s'attend à ce qu'ils s'accentuent au niveau mondial. Ces phénomènes d'acidification se conjuguent avec des questions d'augmentation de la température pour impacter particulièrement un ensemble donc de parties de la biodiversité, notamment tout ce qui concerne les coraux, mais aussi les mollusques, avec des impacts à la fois de la température et de l'acidification sur les filières aquacoles dont on parlait tout à l'heure, notamment sur les filières comme les moules et les huîtres qui sont installées dans la zone de petits fonds côtiers, qui est une zone qui est particulièrement vulnérable aux variations de température, parce qu'il y a peu forcément de régulation de la température par la masse d'eau et par la profondeur.
On a eu par exemple l'année dernière une mortalité totale des moules et des huîtres en tout cas au moins des moules sur l'étang de Thau, avec des accidents ou des questions, donc je n'ai pas étudié la question de l'étang de Thau de manière spécifique, mais on peut imaginer que dans certaines zones, les questions à la fois de pollution, de température, de manque d'oxygénation se combinent pour exercer vraiment des risques importants sur les écosystèmes, mais aussi sur les filières dont sont dépendants un certain nombre d'acteurs. En Méditerranée, on s'attend aussi, comme au niveau mondial, à une montée du niveau de la mer, avec là des incertitudes qui ne font que s'accroître. C'est-à-dire que les scénarios que présentait il y a quelques années le GIEC en termes d'augmentation du niveau de la mer, qui étaient des scénarios déjà assez contrastés, aujourd'hui, on n'exclut plus, avec la fonte accélérée des glaces, on n'exclut plus sur les pôles, on n'exclut plus des scénarios qui seraient beaucoup plus inquiétants en termes de montée du niveau de la mer, même si bien sûr ça ne reste que des scénarios parmi d'autres. On voit émerger ces scénarios plus inquiétants, et en Méditerranée c'est particulièrement important parce que le littoral est urbanisé depuis longtemps. On a une urbanisation qui s'est faite aussi très proche de la mer, puisque la Méditerranée est une mer qui n'est pas soumise aux marées, et où donc les questions de variation n'ont pas été traitées de la même façon qu'elles ont pu l'être ailleurs. Et donc une inquiétude particulière par rapport à la question de l'augmentation du niveau de la montée du niveau de la mer, mais aussi de l'augmentation des aléas. Donc on pense aux aléas liés aux tempêtes, mais aussi à tout un phénomène qui est spécifique du bassin méditerranéen, de pluies extrêmement rapides qui vont se conjuguer avec les aléas purement marins pour entraîner des risques de crues et d'inondations, donc on connaît déjà sur le sud de la France, mais qui devraient, dans les projections, nous disent qu'ils vont s'accentuer. Alors on vient d'en parler, les questions des risques côtiers. Donc on a travaillé avec un ensemble de partenaires là aussi sur les aléas côtiers pour identifier des zones qui seraient particulièrement critiques pour un ensemble de facteurs. On parle des aléas côtiers, et les aléas côtiers sont d'autant plus importants dans les domaines où les populations vivent très proches du niveau de la mer. Et en Méditerranée, c'est particulièrement le cas sur toute la zone du delta du Nil et sur plusieurs régions en Italie. Donc la France n'est pas épargnée, mais on a vraiment des régions où on pressent que les questions vont se poser de manière particulièrement critique. Voilà, donc juste une synthèse très rapide. On a des enjeux au niveau du changement climatique qui sont multiples, écologiques, sanitaires, sociaux et démographiques, économiques, sur la question de la planification de l'espace, de la construction, de l'aménagement du territoire, mais surtout des enjeux qui sont fortement interconnectés entre eux, avec des risques d'effets cumulés, et puis le risque aussi de solutions qu'on pourrait appeler des solutions de maladaptation, ou en tout cas des solutions d'adaptation qui pourraient encore accentuer les émissions de CO2 et donc les effets du changement climatique, et notamment beaucoup d'interactions entre les questions d'eau, d'agriculture et d'énergie, donc qui vous seront peut-être présentées tout à l'heure, et qui nécessite donc ces enjeux une mobilisation régionale qui existe déjà, mais certainement, quand je parle de régional, pour moi, ça veut dire sur l'ensemble du bassin méditerranéen, sur lesquels les besoins sont extrêmement importants, et des besoins de partenariat entre les pays, bien sûr, mais surtout entre les types d'acteurs, entre les décideurs, les scientifiques, les praticiens qui exercent sur le terrain, les collectivités locales, la société civile, et je pense que les témoignages que vous aurez aujourd'hui iront dans ce sens-là. Donc un ensemble de défis pour l'avenir qui en découlent, donc un défi de l'atténuation qui n'est pas spécifique à la Méditerranée, mais qui est partagé par les pays méditerranéens, et ce qu'on observe, alors les données sont un tout petit peu anciennes, il faudrait qu'on les actualise, c'est les données qui sont disponibles à l'échelle internationale. On voit que, en tout cas, entre le début des années 2010 et 2015, on a plutôt une baisse des émissions au nord du bassin, sous l'effet conjugué de difficultés économiques et de politiques de maîtrise des émissions. Par contre, on a une augmentation telle de la démographie et d'un certain nombre d'activités au sud et à l'est du bassin qu'aujourd'hui, on atteint à peu près le même niveau d'émissions.
donc la question de la coopération technologique, de la coopération des politiques climatiques, des investissements aussi solidaires des pays du Nord dans les pays de l'Est et du Sud sont importants parce qu'aujourd'hui, ces questions de pression sur l'environnement et d'émissions de CO2, elles sont partagées par les pays du bassin et la question ne pourrait que s'accentuer avec les dynamiques démographiques qu'on avait évoquées au départ. Donc des progrès importants dans la production d'électricité renouvelable et qui, là aussi, les données ont quelques années, mais qui aujourd'hui sont en train de se développer aussi fortement dans certains pays au sud du bassin et donc les investissements en la matière sont vraiment importants. On a donc une mobilisation à l'échelle régionale, j'en parlais tout à l'heure. Donc je peux parler de celle qui est faite dans le cadre du plan d'action pour la Méditerranée, puisque c'est la structure que nous appuyons, en tout cas le cadre de coordination que nous appuyons, avec une stratégie à moyen terme du plan d'action pour la Méditerranée qui identifie l'adaptation au changement climatique comme l'un de ses axes principaux. L'adoption aussi d'un cadre régional pour l'adaptation au changement climatique, notamment dans les aires marines et côtières, donc en 2017 par l'ensemble donc des pays qui sont membres de la Convention de Barcelone, et puis d'une stratégie méditerranéenne pour le développement durable qui là va au-delà des zones marines et côtières stricto sensu et qui fait aussi du changement climatique l'un de ses axes principaux. Alors une thématique qui ressort très fortement de ces trois stratégies, c'est vraiment l'importance de rapprocher la science de la décision, avec un besoin très très fort de faire porter la science au niveau de l'ensemble de la Méditerranée et puis sans doute aussi au niveau des territoires, de faire porter la connaissance scientifique, de la mettre à disposition des décideurs, comme ça peut être fait au niveau international avec les rapports du GIEC. Donc c'est mis en place à partir de 2005 et nous l'appuyons fortement. On est à 30 minutes. Parfait. Et nous l'appuyons fortement. C'est mis en place une fédération de scientifiques qui donc sont mis à disposition des décideurs pour préparer une série d'analyses scientifiques synthétiques pour la décision en Méditerranée sur l'impact et les risques liés aux changements climatiques et environnementaux. Aujourd'hui, ce réseau s'est fédéré, s'est étendu. Il regroupe 600 experts sur l'ensemble du bassin méditerranéen, mais aussi dans un certain nombre de pays partenaires. Il s'appelle le réseau MEDEC, Mediterranean Expert on Environmental and Climate Change. Et nous avons la chance au Plan Bleu d'en accueillir le secrétariat scientifique qui est soutenu par l'Union pour la Méditerranée et par la coopération suédoise, donc qui finance un secrétariat scientifique que nous accueillons au Plan Bleu, mais que nous ne gérons pas, donc qui est bien un travail scientifique. Ce dont nous occupons, nous, c'est de faire l'interface entre ce travail scientifique et les documents stratégiques qui sont préparés par notamment le plan d'action pour la Méditerranée, mais aussi d'autres acteurs comme l'Union pour la Méditerranée. Le réseau d'experts MEDEC a l'année dernière produit son premier article scientifique à titre de réseau, son premier article fondateur, qui fait le point des changements climatiques et des risques qui sont liés en termes de développement durable, donc qui s'intéresse à la fois au phénomène mais aussi à ses impacts, ce réseau, donc, qui a été publié dans Nature Climate Change l'année dernière. Un document plus détaillé a aussi été produit pour la dernière COP Climat qui s'est tenue en Pologne et qui fait le point des risques associés aux changements climatiques et environnementaux en Méditerranée et qui préfigure un rapport beaucoup plus ambitieux qui est en cours d'élaboration, qui sera un véritable rapport détaillé sur les impacts des changements climatiques et des risques associés, d'environ 400 pages. On est en train de discuter d'une toute première version de ce rapport et elle sera soumise à consultation plus large dans le courant de l'année 2019, avec en parallèle l'élaboration d'un rapport pour les décideurs. Et ce travail, pour nous, il est extrêmement utile parce qu'il va nous servir à élaborer un certain nombre de rapports que les pays du bassin méditerranéen et l'Union européenne, donc
qui définissent le programme de travail du Plan Bleu, nous ont demandé d'élaborer. Je disais un mot du travail de prospective en introduction, donc pour dégager une vision réaliste, commune, mais durable à 2050 à l'échelle du bassin méditerranéen. On peut aussi parler d'un rapport qui est en cours d'élaboration et sur lequel on a déjà une première version, qui fait l'état des lieux des enjeux environnementaux et de développement en Méditerranée. Donc, il y a le rapport sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée 2019, qui vient faire un point de la situation et des politiques 10 ans après le dernier rapport sur l'état de l'environnement et du développement, donc, que nous avons sorti en 2009. Et c'est un travail qu'on élabore avec une centaine de contributeurs, donc beaucoup d'institutions partenaires, mais sur lequel le rôle de scientifique et le rôle notamment du MEDEC est extrêmement important parce que depuis 2009, les questions de changement climatique, on en a une perception qui est vraiment complètement différente et vraiment améliorée. Donc un travail en lien direct pour nous avec les produits que les pays nous ont demandé de réaliser et qu'ils vont utiliser pour revoir la stratégie à moyen terme qu'ils se sont fixés et qui va rentrer dans un processus de révision. Un lien aussi avec avec les rapports, les différents rapports du GIEC, mais aussi pour la première fois le prochain rapport du GIEC, donc qui sera son 6e rapport, va avoir un zoom, un papier spécifique, qui va porter spécifiquement sur la Méditerranée. Le problème de la Méditerranée sur les analyses scientifiques, c'est que très souvent la Méditerranée est morcelée entre 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, alors qu'elle est vraiment soumise à des problématiques spécifiques communes. Et donc, pour la première fois, cela sera reconnu et c'est l'un des coordonnateurs du MEDEC qui va aussi coordonner le papier sur la Méditerranée du prochain rapport du GIEC. Voilà, et c'est aussi un travail qui sera pleinement pris en compte par l'Union pour la Méditerranée. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ensemble des secteurs qui vont être impactés par le changement climatique, mais au-delà des enjeux écologiques, au-delà des enjeux sanitaires, il y a vraiment des enjeux économiques qui sont associés au changement climatique en Méditerranée. J'ai parlé un petit peu de la pêche et de l'aquaculture tout à l'heure, mais on pourrait aussi parler du secteur du tourisme, qui est capital au nord, mais qui est aussi capital dans les pays du sud. On estime que c'est à peu près 11%, si on compte à la fois les emplois directs et indirects qui sont générés par le secteur du tourisme, c'est à peu près 11% des revenus nationaux et des emplois des pays riverains du bassin méditerranéen qui sont dépendants directement ou indirectement du tourisme. Donc, un impact du changement climatique, notamment sur le littoral, qui est attendu très fort et qui pourrait affecter significativement, il y a des rapports récents qui montrent que ça pourrait affecter significativement le produit intérieur brut des pays. On l'a vu, donc là, le schéma sur la droite montre non pas les impacts du changement climatique, mais certainement les impacts des crises en matière de sécurité, qui montrent que le secteur du tourisme, c'est un secteur qui est très volatile et qui peut donc réagir très fortement aux crises. Donc là, on a des pays dans lesquels le secteur du tourisme s'est vraiment dégradé très très fortement suite aux impacts en matière de sécurité, notamment de terrorisme, mais pas seulement. Et donc un secteur sur lequel les reports peuvent se faire facilement et les impacts du changement climatique se faire particulièrement sentir. Alors un des enjeux majeurs, c'est vraiment d'intégrer le changement climatique comme une priorité sur les territoires, notamment sur les territoires littoraux. Et donc on a quelques expériences en France de commencer à anticiper la question du changement climatique avec un repli stratégique, mais on se rend compte que ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles. C'est difficile. Enfin, peut-être que la perception du changement climatique devenant de plus en plus importante, on aura quand même un équilibre des tensions ou des forces, y compris politiques, dans les communes qui sont concernées. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de faire passer la parole d'une adaptation, d'un retrait stratégique, d'une anticipation de l'adaptation. C'est y compris compliqué pour des populations riveraines qui sont habituées à pouvoir s'installer très proches, à être protégées par des digues plutôt que des solutions plus douces qui seraient basées sur la nature mais qui nécessitent de voir les paysages se réinventer, voir les usages qu'on a du territoire se réinventer, si possible
en prévenant les crises, en les anticipant et en n'attendant pas qu'elles nous affectent directement. En tout cas, ce sont des sujets sur lesquels on essaye de travailler. On essaye de travailler avec des scientifiques, mais aussi avec des acteurs de terrain, avec des collectivités locales, pour aider à faire des passerelles, y compris sur les territoires, entre la connaissance scientifique, la connaissance des experts de la nature, qui montrent combien il est important de préserver certaines zones écologiques, comme les zones humides, comme les herbiers de Posidonie, comme l'ensemble de ce qui peuple les petits fonds marins, pour s'adapter mieux demain au changement climatique et, dans certains cas, commencer à anticiper le recul stratégique, ou en tout cas la préservation d'une zone à l'extrême proximité du littoral. Donc des questions qui sont multiples, qui demandent de travailler avec des scientifiques du climat, bien sûr, mais aussi avec des écologues, des sociologues, et de s'intéresser aussi à qu'est-ce qui impacte les comportements, comment est-ce qu'on fait passer la connaissance, comment est-ce qu'on fait passer une idée du risque, tout en étant suffisamment positif sur des solutions alternatives pour que les gens aient envie de s'adapter, qu'ils ne soient pas uniquement dans la peur et dans la crainte. Et voilà, je pense que c'est un ensemble de sujets sur lesquels il est important de travailler tous ensemble. Important aussi de réaliser des évaluations sur les enjeux économiques de ces espaces naturels particulièrement cruciaux et sensibles, et c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Donc la France vient de réaliser la première évaluation nationale des écosystèmes et des services écosystémiques, mais cette connaissance n'est pas forcément partagée par tous les pays ni par tous les acteurs, et on reçoit, nous, énormément de demandes dans ce sens. Voilà, donc certains travaux du plan bleu, je ne vais pas revenir dans le détail, mais on essaye par des travaux d'accompagner la réflexion sur ces thématiques-là. Et puis, ça c'est notre défi qui est sur la table. Donc normalement en 2019, on devrait finaliser la production du rapport sur l'état de l'environnement et du développement, donc qui donne une grande place au changement climatique, puisque c'est un de ces chapitres, mais qui sera aussi traité dans l'ensemble des autres chapitres thématiques. Ce rapport, il devrait être adopté, on l'espère, en tout cas son résumé exécutif par la conférence des parties, donc qui réunira les 21 pays de la Méditerranée à la fin de l'année, et on l'espère les inciter à ce que les questions, notamment de changement climatique, soient encore plus présentes dans l'agenda. Mais le prochain grand exercice partagé, donc, qui est en phase de lancement en ce moment, c'est ce travail de réflexion sur l'avenir du bassin. C'est un travail qui a été demandé par les pays de manière très différente des précédents. C'est-à-dire que la demande de nos correspondants, c'est vraiment qu'on ne s'appuie pas juste sur des analyses d'experts, mais qu'on ait une vraie implication des décideurs de l'ensemble du bassin, mais aussi de représentants de l'ensemble des acteurs, de la société civile et de la jeunesse. On a eu une réunion donc fin mai de nos correspondants dans tous les pays, qui sont des correspondants officiels, qui nous ont tous demandé comment est-ce qu'on allait associer la jeunesse à ce travail sur la vision à 2050 de l'avenir du bassin, qui soit une vision souhaitable, réaliste, mais aussi durable et inclusive. Et qui nous ont demandé deux choses. Ils nous ont demandé d'une part d'y associer de manière extrêmement explicite la jeunesse, pas seulement comme un objectif, donc on parle toujours en Méditerranée, je pense que c'est un enjeu donc vous avez déjà dû évoquer, d'améliorer l'emploi des jeunes, qui est vraiment, on a souvent des taux de chômage des jeunes qui peuvent être 3 fois supérieur au taux de chômage moyen dans les pays. Enfin, on a vraiment une question de l'emploi qui est très très critique, mais quand on s'intéresse à l'emploi des jeunes, très souvent on réfléchit aux jeunes pour eux. Et ce que demandent les pays, c'est pas ça, c'est de réfléchir ensemble sur l'avenir du bassin. Et je pense que les mouvements climatiques récents, les mouvements de mobilisation des jeunes et de la société civile donnent un nouveau souffle, en tout cas à la réflexion des pays. Et je pense que la dernière intervention là-dessus permettra de le mettre en évidence. Mais ce qui est intéressant pour moi de témoigner, c'est que c'est des choses qu'on nous demande vraiment de prendre en compte de manière très pragmatique dans les travaux qu'on mène. Donc prendre en compte de manière pragmatique
ce dialogue et cette participation des acteurs à la vision à 2050 en reconnaissant le fait que des pays du Nord, du Sud, différentes catégories de la population n'ont pas forcément la même vision et qu'il va falloir mener un grand travail d'écoute et de mise en cohérence pour travailler sur une vision à 2050 qui puisse être partagée. La deuxième ambition que nous ont demandé les pays, c'est de ne pas se limiter à définir des scénarios qui peuvent être catastrophistes ou pas à 2050. C'est vraiment de travailler sur des scénarios souhaitables et réalistes, ou au moins d'en identifier un, à la fois crédible et souhaitable, et ensuite de travailler sur qu'est-ce que ça veut dire en matière d'investissement, qu'est-ce que ça veut dire en matière de transition. Et ça, nos correspondants nous l'ont rappelé donc, le mois dernier, y compris en matière de transition, de rupture, c'est-à-dire d'imaginer vraiment un passage possible à d'autres scénarios, où les modèles alternatifs ne resteraient pas anecdotiques, ou en tout cas très minoritaires, mais où on est un véritable essor de certains modèles qui émergent, mais qui aujourd'hui prennent une petite part, notamment dans les comportements en matière de consommation et de production. Voilà, je vous remercie de ce moment. Merci beaucoup, merci infiniment, c'était extrêmement riche. Alors, moi j'ai tout de suite deux petites questions, mais rapides. Mais à une des deux, vous avez déjà fini par répondre en fait à la fin, c'est-à-dire le travail prospectif, parce que c'est vrai qu'on connaît le travail prospectif que vous faisiez il y a 20 ans, et c'était extrêmement riche parce que ça donnait plusieurs pistes possibles d'action au pouvoir public en fonction des scénarios. Et aujourd'hui, en fait, la gamme se restreint, j'imagine, de ce qui peut arriver. Et donc, voilà, ça, c'est donc, si vous continuez à faire ce travail prospectif avec des scénarios très informés, etc. Mais la deuxième question, c'est encore plus compliqué, à mon avis. C'est, est-ce que, puisque vous avez fait ce travail depuis très longtemps, est-ce que vous pouvez mesurer l'impact de cette énorme masse de réflexion, de concertation, d'informations, de données, etc. Est-ce que ça a eu un impact d'ores et déjà mesurable sur les politiques publiques des gouvernements de la zone ? C'est tout. Alors, avec plaisir, pour répondre aux deux questions, je vais commencer par la première. Donc, les exercices de prospective dont on parle, il y en a qu'on mène en continu. C'est-à-dire qu'on accompagne notamment des territoires pour mener des travaux de prospective. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de mieux intégrer le changement climatique dans ces travaux de prospective, et on vient de produire un tout petit document qui fait le point des premières expériences pilotes d'intégration du changement climatique, avec notamment deux problématiques. La problématique d'arriver à pérenniser les interfaces sciences politiques sur les territoires. Il y a en France des interfaces sciences politiques très intéressantes qui se développent sur les territoires en PACA et en Occitanie, par exemple, mais on est sur des surfaces, sur des activités qui, en France peut-être moins qu'ailleurs, mais qui sont très souvent dépendantes de financement de projets, qui sont très souvent donc qui à risque d'être relativement courtes dans leur durée de vie, de fonctionner ponctuellement. Et il y a vraiment un gros besoin d'arriver à consolider ces espaces de dialogue, d'échange d'informations dans les deux sens. On n'est pas que de la transmission de l'information scientifique vers le décideur ou les praticiens de terrain. Enfin, il y a vraiment une conscience très, très forte qu'il faut faire les deux. Et donc ça, c'est une question qui se pose dans ces premiers exercices d'accompagnement de la prospective au niveau local pour le changement climatique. La deuxième, c'est qu'il faut vraiment impliquer de nouveaux acteurs. Et que quand on s'intéresse au changement climatique, notamment sur les littoraux, mais je ne pense pas seulement, l'association pleine et entière des secteurs de la banque et de l'assurance est très important. On arrive à le faire au niveau macro, au niveau global. Enfin, il y a longtemps que les assurances se préoccupent des questions de changement climatique, mais sur les territoires, c'est plus compliqué, parce que ce n'est pas forcément le même niveau de décision ou d'analyse des thématiques. Et donc, c'est des enjeux sur lesquels on va essayer de travailler pour voir comment est-ce que dans ces démarches prospectives locales, on a bien une place aussi dans un contexte de changement climatique pour élargir un peu la gamme des acteurs qui sont associés. Ça, c'est pour le travail local qui se fait en continu.
Le travail macro à l'échelle du bassin, c'est un énorme travail. Donc le rapport de 89, je pense qu'ils l'ont préparé peut-être pendant 10 ans ou au moins pendant un grand nombre d'années. Le travail de 2005, c'est 6 ans de travail. Donc on ne le produit pas en continu, mais les pays nous ont demandé officiellement en décembre 2017 de relancer un nouvel exercice de prospective. Donc on est en train, et c'est ce que je présentais un peu avec MED 2050, mais je l'ai fait de manière très très brève, on est en train de relancer ce travail pour une nouvelle prospective à l'échelle du bassin méditerranéen et on espère la produire pour 2021. Voilà, donc ce travail, il est organisé autour de 5 modules. Le premier module, c'est le module vraiment d'état de l'art, d'état de la connaissance, et il est en cours, et on a la chance d'avoir un partenariat avec le LabEx-Med, au sein de l'Université d'Aix-Marseille, pour travailler ensemble sur, mais aussi avec tous les chercheurs du réseau MEDEC, sur les tendances, les scénarios que la science imagine possibles, les forces motrices et aussi les risques de rupture et les facteurs émergents qui pourraient entraîner en positif ou en négatif ces changements de trajectoire. Donc ça, c'est en cours. On espère avoir un premier module pour la fin de l'année pour en discuter au sein d'un groupe de prospective sur lequel on est en train de travailler à la mise en place. On nous a aussi demandé de faire un zoom sur des priorités qui sont sous-documentées et notamment sur réfléchir à la prospective à partir de la mer, parce qu'on dit que tous les aspects sont extrêmement corrélés, mais aujourd'hui on a des dynamiques sur la mer qui sont différentes et qui impactent finalement l'ensemble des territoires, et donc ça pourrait être un zoom. Le troisième module, c'est un module qui est là un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est ce travail sur les visions dont je parlais tout à l'heure. Ce que nous ont demandé de différents les pays, c'est de vraiment pas s'arrêter à une analyse scientifique des tendances sur le bassin, qui est déjà en elle-même un gros travail, parce qu'il y a énormément de travaux de prospective. Donc déjà depuis 2 ans et demi, on recense les travaux de prospective, on prend contact avec les acteurs qui les ont menés ou qui les mènent aujourd'hui, on essaye de les intégrer, de comprendre en quoi ces scénarios ont pris qui souvent travaillent sur des aspects sectoriels. Est-ce qu'ils ont pris des hypothèses qui sont compatibles les unes avec les autres? Qu'est-ce qui se passe quand on fait interagir ces analyses sectorielles et tendancielles? Enfin, on est sur vraiment ce travail d'agrégation de la connaissance. On ne va pas plan bleu, toute petite équipe, répliquer ce qui a été fait par d'autres, mais on a vraiment un travail et une responsabilité de faire du lien et d'animer un réseau. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, ce travail aussi de constitution et d'animation d'un réseau de réflexion commune ou de partage de réflexion sur l'avenir à 2050 de la Méditerranée. Le troisième module que je commençais à évoquer là est différent, puisque les pays nous ont dit aujourd'hui, une prospective ne peut pas se faire en chambre, elle ne peut pas se faire même avec l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. Si vous vous limitez à impliquer des experts, vous devez impliquer aussi d'autres catégories pour recueillir une idée des visions qui se dégagent comme des visions espérées à 2050, parce qu'il y a tellement de facteurs qui interagissent que c'est important de tenir compte de cette diversité. Donc ça, c'est un module qui commencera sans doute en 2021, plutôt 2020-2021, et qui devrait nous occuper pendant une bonne année. Et puis, ce travail vraiment en 2020, avec là aussi des acteurs, mais aussi certainement des bailleurs de fonds, sur les transitions nécessaires pour atteindre donc ce scénario espéré. Donc on n'a pas seulement un travail vraiment sur des scénarios contrastés, mais vraiment l'idée c'est de faire ce qu'on appelle du backcasting pour revenir en arrière et identifier quelles sont les décisions qu'il faut prendre aujourd'hui ou qu'il faut prendre dans 10 ans, dans 20 ans, pour arriver à cette situation souhaitée à 2050. Voilà. Donc ça, c'était pour la prospective. L'autre question, c'était quel est l'impact des travaux d'études et peut-être un petit peu plus loin, quel est l'impact des politiques. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec le rapport sur l'état de l'environnement et du développement, où on fait le point notamment sur un certain nombre de politiques. Donc l'impact des travaux d'études, c'est toujours un petit peu difficile à estimer. Mais au moment où on a dû prendre la décision de relancer ou pas un nouveau travail de prospective, j'ai donc fait un petit peu le point de ce qui s'était fait avec le précédent.
déjà, nos interlocuteurs, nos correspondants dans les pays, ils les connaissent très bien. Ce sont des documents dont eux témoignent qu'ils les utilisent au quotidien. Certains d'entre eux utilisent encore le rapport de 1989 pour avoir une vision des trajectoires sur le bassin, parce que finalement, beaucoup de dynamiques se sont révélées tout à fait confirmées suite à ce travail-là. Le rapport de 2005, il est cité des centaines de fois. Quand on voit la littérature scientifique, notamment, c'est des travaux qui sont cités des centaines de fois, qui sont utilisés très très souvent dans les projections qui sont faites par des scientifiques, par des décideurs, notamment tout ce qui est cartes, infographie, beaucoup utilisé comme référence. Après l'insertion et des gens nous appellent encore pour avoir accès aux cartes qui, pour certaines, ont des données qui datent du début des années 2000. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'équivalent qui ferait qu'on se dit, bon, c'est fait par d'autres, on n'a pas besoin d'y retravailler. Non, on n'a pas ça. Après, des stratégies, oui. Enfin, au sein du plan d'action pour la Méditerranée, les stratégies, elles ont été influencées par ces travaux-là. Toute la réflexion pour étendre aussi la problématique au littoral, je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup promu dans les rapports du Plan Bleu, pas se contenter de travailler sur la mer, mais travailler vraiment sur les questions de développement durable comme des questions qui interagissent directement avec les questions environnementales. Alors, voilà, on ne peut pas connaître à quelle mesure c'est exactement le rapport qui a fait ça ou la diffusion de cette idée-là auquel les rapports ont contribué. Le protocole GIZC, c'est aussi des idées qui ont été promues avec les rapports du Plan Bleu, l'idée d'avoir des mesures très fortes pour la gestion de l'espace littoral, y compris des mesures contraignantes pour les pays. Donc, voilà. Est-ce que c'est une contribution directe? Est-ce que je n'étais pas là pour le dire, mais certains pays témoignent aussi qu'ils l'ont utilisé pour revoir leur stratégie nationale. Et encore aujourd'hui, j'ai des témoignages, par exemple, d'associations de femmes qui disent que certains des travaux qu'on mène, ils l'utilisent pour structurer les projets qu'ils proposent pour financement. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une diversité, un morcellement qui est pas évident à retracer, mais des témoignages convergents qui fait que ça nous encourage, nous, à nous mobiliser très fortement pour continuer ces travaux. Alors après, l'impact des politiques, c'est hétérogène parce qu'il y a des pressions qui sont très fortes. On voit des activités qui augmentent très très rapidement, une emprise sur le littoral qui augmente très rapidement, mais des domaines sur lesquels on peut vraiment documenter des progrès. Je parlais de tout ce qui était gestion des accidents des navires, de la prévention des accidents, la prévention des crises. On a vraiment des progrès. Des pays qui, à travers la plateforme de réflexion et d'échange sur les plastiques, adoptent des mesures dans ce sens-là. Toutes les questions d'assainissement, alors ce n'est pas forcément lié uniquement à la Convention, c'est aussi des investissements importants des bailleurs de fonds, mais il y a un accès à l'eau et à l'assainissement qui s'est beaucoup amélioré sur le sud du bassin, où les écarts ont quand même très significativement diminué, malgré l'explosion de la démographie. Donc on documente quand même à travers un rapport sur l'état de l'environnement et du développement, on documente des signes qui sont alarmants, et on parle du changement climatique, et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire que les conditions sont alarmantes, mais on documente aussi des progrès qui sont faits, et qui sont faits sur les territoires, mais qui sont faits aussi, dont on voit l'impact à l'échelle macro. Quand on voit la qualité des eaux de baignade, il y a eu, en tout cas sur les façades européennes, des progrès importants qui ont été faits. Enfin, il y a un ensemble de domaines qui ont progressé de manière très nette. Alors à quoi on les attribue directement? Sans doute un faisceau de mobilisation convergente. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très stimulante, mais qui en même temps soulève des quantités de questions. Pour ma part, j'en aurai tout de suite deux qui, dans mon esprit, sont liées. La première, c'est un peu factuel, c'est vous parlez de vos correspondants dans les pays, mais qui sont vos correspondants dans les pays? Et la deuxième, c'est que vous nous avez dit qu'on vous demande, à vous, que j'analysais spontanément comme un réseau d'experts, de prendre en compte la dynamique de la société civile, d'intégrer les préoccupations des jeunes dans vos recherches, alors que j'ai tendance à penser que ça, c'est le rôle du politique, que vous êtes une structure scientifique qui apportait de l'information,
qui devraient ensuite être prises en main par la politique pour la définition et la mise en œuvre de leur action. Et qu'on attend de vous de faire ce que les politiques, enfin je tire des conclusions hâtives, n'ont pas le courage de faire, quoi, en quelque sorte. Alors, nos correspondants dans les pays, donc il y a un ensemble de correspondants. Les correspondants du Plan Bleu sont souvent des correspondants, donc c'est hétérogène selon les pays, souvent des correspondants qui s'occupent de la même chose que nous, c'est-à-dire d'observation et de prospective. On a parfois des correspondants qui sont dans d'autres parties des ministères, souvent rattachés au ministère de l'Environnement, parfois aux observatoires des questions environnementales de développement durable, parfois chargés du développement durable dans les pays, puisque je ne l'ai pas présenté, mais le Plan Bleu accompagne aussi la définition et la mise en œuvre de la stratégie méditerranéenne de développement durable. Donc on a une gamme de correspondants qui sont souvent quand même plutôt rattachés au ministère de l'Environnement ou au ministère en charge du développement durable. Ensuite, il y a des correspondants auxquels on rend compte aussi, qui sont les correspondants du système du plan d'action pour la Méditerranée et qui sont là souvent plus en position de décision, donc soit dans les ministères des Affaires étrangères, soit dans les ministères de l'Environnement, mais avec une vocation moins technique et plus politique. Et finalement, les personnes qui sont représentées au sein des instances de la Convention de Barcelone, c'est une représentation du ministre qui peut se faire, donc soit les affaires étrangères, soit l'environnement, qui peut se faire par différents responsables selon les pays et qui est nommé. Voilà, donc ça c'est pour les correspondants, nous plutôt techniques. Après c'est intéressant, au sein de la Commission méditerranéenne de développement durable, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi une commission méditerranéenne qui est une commission multi-acteurs, qui là réunit à parité des représentants pays et des représentants des scientifiques, des collectivités locales, des ONG environnementales, de la société civile et qui conseille le plan d'action pour la Méditerranée. Et donc qui nous apporte une autre vision aussi dans ce qu'on nous conseille de réaliser et dans les idées qui sont promues. Donc là, la commission vient de se réunir et donc donner un avis sur tous les travaux que l'on mène, mais soit aussi sur notre programme de travail pour l'avenir, puisque c'est eux qui définissent notre programme de travail pour l'avenir. La question de l'implication des jeunes, je pense que notre responsabilité à nous, elle n'est pas seulement scientifique. Elle est vraiment de faire du lien entre le travail scientifique, le travail d'observation et le travail de planification stratégique. Et ce travail de planification stratégique, il peut être accompagné par une vision scientifique, mais quand on travaille sur de la prospective, on n'est pas seulement sur de la science. On est aussi sur la question de quelles sont les aspirations que portent les acteurs, que portent les pays pour 2050, c'est-à-dire à partir de quel scénario souhaité ou souhaitable est-ce qu'on va travailler sur quels sont les investissements nécessaires pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas seulement une dimension technique, qui a aussi vraiment une dimension de participation et d'éclairer les politiques aussi en les informant des aspirations et de la façon dont les aspirations rejoignent ou pas les tendances qui émergent de la partie scientifique. Donc le fait qu'on nous demande de prendre en compte ces demandes sociétales, pour moi, ça rentre bien dans notre mandat. C'est pas quelque chose qui est hors sujet. Enfin, si on s'arrêtait juste ici au module 1, ce serait hors sujet, potentiellement. Mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on travaille avec des jeunes qui sont aussi des jeunes chercheurs, des jeunes scientifiques, des réseaux d'experts, mais qui portent aussi des nouvelles façons d'échanger entre eux, de nouvelles façons de communiquer. On voit que les jeunes experts se fédèrent déjà, par exemple sur les thématiques de l'eau. Il y a beaucoup de mouvements. Donc dire qu'il n'y a pas la place dans le module 1, c'est même pas vrai. Enfin, même au niveau scientifique, il y a de plus en plus de place pour des jeunes chercheurs. Et puis, je pense que la présentation que vous aurez, la troisième présentation que vous aurez, vous donnera bien une réflexion de cette place. Voilà, donc je pense que cette demande pays, c'est pas à la place des pays, elle vient aussi de pays qui font ça eux-mêmes. Hein, pour certains d'entre eux, on a eu le cas de la Slovénie, par exemple, qui nous a présenté des travaux stratégiques qu'ils sont en train de mener, où ils impliquent déjà des représentants d'associations de jeunes, de la jeunesse, et c'est plutôt quelque chose qu'ils veulent voir se diffuser que quelque chose pour lequel ils nous renvoient la balle.
Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais nos correspondants sont des techniciens. Hein. Je ne vous dis pas que c'est une décision politique en tant que telle. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation excellente. J'aurais deux questions. Une première technique. Je voudrais que vous reveniez sur l'aspect de l'acidité. Et la deuxième question, en tant qu'expert, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur un scénario prospectif le plus probable pour 2050. Alors, le plus probable pour 2050, je pense qu'on sera content de vous répondre dans... Le plus probable pour 2050, je pense qu'on vous répondra, même s'il y a une réponse là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques, donc le plus probable, je ne suis pas certaine qu'on puisse arriver à ce niveau de précision. Aujourd'hui, voilà, tout est relatif. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Hein. On a un ensemble de connaissances sur les trajectoires. Je ne peux pas vous dire qu'on a un scénario le plus probable, on y travaille. On travaille au moins à faire un bilan des trajectoires et de la façon dont elles interagissent avec une première version d'une publication plutôt pour la fin de l'année. Donc on a un ensemble de travaux et de trajectoires qui existent. Je serais bien normal d'en faire aujourd'hui la synthèse. Par contre, sur les questions d'acidification, je ne suis pas certaine de pouvoir vous répondre aussi, parce que ce n'est vraiment pas ma spécialité. Ce que nous disent les spécialistes, c'est qu'on est déjà dans une situation d'acidification. Et donc là, les projections dont j'ai fait écho ici sont des projections estimées à long terme, à très long terme. Il n'y a pas une date, on n'a pas une date fixe sur ces projections-là. Donc ici, on a des projections en fait où les scientifiques comparent les effets moyens qu'ils estiment à partir d'un ensemble d'études à très long terme en fonction de la nature biologique du type biologique d'organismes marins. Voilà, avec des risques très forts, notamment sur la calcification des coraux, enfin sur des choses sur lesquelles on s'attend, sur les taux de survie et de calcification des mollusques, voilà, où on est sur des impacts particulièrement attendus, particulièrement importants. Après, on pourra vous référer aux études spécifiques si ça vous intéresse. Il y a des conséquences sur les systèmes de vie, en fait, avec l'acidification. Il y a les mollusques après, il y a les poissons, etc. De toute façon, mais ça, c'est à l'échelle mondiale. Si on perd les récifs coralliens, comme beaucoup de projections le supposent, il y a des conséquences très fortes sur les cycles de vie. Aujourd'hui, les récifs coralliens accueillent une très grande partie de la diversité biologique des systèmes marins. Ils servent aussi de nurserie pour un ensemble de poissons. Enfin, c'est le cas aussi des herbiers qu'on a très riches en Méditerranée. On sait qu'il y a des impacts en chaîne de perdre certains écosystèmes là, dans leur ensemble. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, c'est ce que je lis. Moi, je suis très intéressé par cette démarche de se concerter avec les populations concernées, notamment les jeunes. À un moment donné, vous avez parlé de jeunes chercheurs, après de jeunes responsables associatifs. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ce processus de concertation? Comment vous le menez? Qui ça implique vraiment? Qui peut y prendre part? Juste qu'on comprenne un peu votre démarche. Pour l'instant, le processus de concertation, il est en construction. C'est-à-dire qu'on a toute une phase de construction de ce travail de concertation. Donc on a au sein du Plan Bleu aujourd'hui pris en stage, mais aussi comme jeunes experts, des jeunes aussi qui font partie de ces réseaux et qui nous aident à identifier des têtes de réseau, des personnes avec lesquelles travailler, à répercuter dans leur réseau les questions que nous nous posons. Et qui ne le font pas forcément missionner par nous, mais qui le font aussi au sein de leur réseau parce que ce sont des questions qui les passionnent. Et c'est à travers donc le Plan Bleu travaille avec une petite équipe et des tout petits moyens, y compris pour ces exercices de prospective sur lesquels nous cherchons aujourd'hui à mobiliser des moyens complémentaires. Donc on fait beaucoup par réseau, par interaction, par contribution volontaire de partenaires. On travaille beaucoup comme ça. Et donc là, l'association des jeunes, pour l'instant, on l'a commencé par une collaboration avec des jeunes qui identifient eux-mêmes ces réseaux partenaires. Et on a en ce moment un stage de master, notamment d'une personne qui a un double profil en sciences politiques et sur les questions eau et société, et qui nous aide à identifier
à identifier ces partenariats et à les construire. Dans tous les pays du Méditerranée. Oui. Alors certains réseaux de jeunes vont au-delà de la Méditerranée. Donc on n'est pas seulement sur des gens qui sont vraiment spécialisés sur la Méditerranée parce que ces réseaux ne sont pas toujours à configuration méditerranéenne, mais oui. Et l'idée, c'est de les associer à chacun des modules de travail. Sur le premier module, on travaille aussi avec un postdoctorant donc qui est mis à disposition du Plan Bleu dans le cadre d'un partenariat avec le Lab ExMed, qui lui est donc lui aussi un jeune chercheur, mais qui nous aide à travailler sur cette analyse des modules, enfin des tendances et de la façon dont ces tendances se croisent et de signaux faibles, et qui n'est pas seul, qui est accompagné aussi au sein du Plan Bleu, un référent très très senior à la prospective qui a... donc le Plan Bleu, c'est une association, on a un vice-président à la prospective qui a accompagné beaucoup d'exercices de ce type, voilà, notamment en France, sur des questions d'environnemental, d'urbanisme, de développement. Et donc on essaye de faire un lien entre les générations au sein de nos exercices. Moi, j'aimerais revenir sur ce tableau, mais avant, vous avez parlé de migration des espèces. Oui. Et on parle beaucoup en ce moment d'invasion des algues vertes, mais en Atlantique, mais en Méditerranée, du côté de Marseille, il y en a énormément. Je voulais savoir, parce que c'est quelque chose de nouveau, ces algues vertes. Alors, moi, dans le même sujet aussi, il y a la prolifération des méduses. Et je voulais vous demander si c'était dû au fait que les poissons prédateurs de ces méduses ont disparu. Parce que pourquoi il y a autant de méduses aujourd'hui? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre sur les algues vertes et peu sur les méduses. Donc, on a vraiment des effets de... Alors, les algues vertes en Atlantique, c'est très lié... Enfin, en tout cas, je vais pas peut-être sur l'Atlantique parce que je pense qu'il y a eu plus de recherches sur la Manche et l'Atlantique. En Bretagne, on sait que c'est très lié à des phénomènes d'eutrophication. Oui, mais moi, je n'ai pas étudié le phénomène des algues vertes spécifiquement à Marseille. Donc, je serais bien en peine d'y répondre spécifiquement là-dessus. Mais je pense que si on fait un parallèle avec la Manche, il y a des phénomènes qui se conjuguent, pas seulement de changement climatique. En tout cas, en Manche, ça n'est pas le seul facteur déterminant, clairement. Après, je n'ai pas étudié du tout sur en tout cas pas moi au sein du Plan Bleu, sur ce cas-là spécifiquement. Les méduses, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus, donc on pourra vous retrouver des papiers là-dessus si vous le souhaitez. Moi, je ne l'ai pas étudié spécifiquement les méduses. Moi, je pourrais regarder, peut-être que c'est même traité dans nos rapports, mais voilà. C'était dû justement au fait que les c'est poissons... une des explications. C'est une des explications. Alors après, il y a tellement de facteurs qui se corrèlent que je ne saurais pas, moi, vous dire aujourd'hui si c'est le facteur majeur. Donc on ne sait pas si c'est lié au changement climatique. climatique. Je ne dis pas qu'on ne sait pas. Je pense qu'on sait. C'est juste que je ne sais pas. Ah, d'accord. Je voulais poser une question sur le budget. Vous avez dit que Oui. vous avez de petits moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que vous espérez avoir plus de moyens? Alors, sur les exercices comme les exercices de prospective, donc notre budget, c'est beaucoup les gens qui travaillent au sein du Plan Bleu. Donc, on travaille, ça représente une partie importante de notre budget, c'est juste du temps de travail. Mais sur un exercice comme ça de prospective, c'est des exercices qui requièrent potentiellement des budgets importants. Donc la première estimation, c'était entre 200 000 € pour faire vraiment très peu et 1 million pour faire un vrai exercice de prospective. Aujourd'hui, on est loin de ces budgets-là. Voilà. Mais on arrive à travailler quand même avec des partenariats, avec des têtes de réseau, avec un financement dans le cadre de ce fonds méditerranéen, de ce Trust Fund méditerranéen de la Convention de Barcelone, qui met quand même à notre disposition des moyens et pour du personnel et pour animer la réflexion, pour contribuer à ce partenariat avec le Lab ExMed, pour organiser quelques ateliers. On a de l'appui aussi d'un ensemble de partenaires extérieurs qui vont... une de nos missions, c'est de faire le lien entre tout ça. On travaille sur des projets Union européenne, on travaille sur des projets où on est appuyé par l'ADEME, par l'Agence de l'eau, et donc je
ne cite même pas tout le monde. Enfin, il y a beaucoup d'autres par l'Agence française de développement. Donc on a un ensemble d'appuis sur des missions ponctuelles par le ministère de l'Environnement. Et je serais un peu gênée parce qu'il faudrait citer tout le monde. Mais c'est en créant de la cohérence entre l'ensemble de ces sujets-là qu'on arrive à être pertinent. Mais on est sur des budgets qui sont limités. Je voudrais juste... mais très riche de partenariats. Hein. Je dois dire que on a vraiment la chance d'avoir à la fois ces budgets qui, même s'ils ne sont pas importants pour nous, sont essentiels. Et puis, enfin, pas importants, certains sont quand même importants. Après, tout est relatif. Il me semble que ce serait totalement logique que la France et même l'Europe, au-delà du plan d'action sur la Méditerranée des Nations Unies, enfin du PNUE, mais l'Europe et la France devraient mettre le paquet sur le travail, parce que c'est totalement unique ce que fait le plan bleu en Méditerranée. Et je sais qu'il y a eu des périodes plus fastes, puis des périodes un peu moins fastes, parce que c'est comme ça la vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous devriez être en mesure d'être reconnu comme un lieu d'expertise précieuse et unique. Et je voudrais terminer en citant le nom de Serge Antoine, avec qui j'ai travaillé beaucoup il y a très très longtemps, et qui est un des créateurs du plan bleu, et qui serait, s'il était encore de ce monde, extrêmement heureux de vous avoir entendu aujourd'hui, parce que malgré tout, je trouve que vous continuez obstinément, même si avec les moyens sont insuffisants, et peut-être ils seront toujours insuffisants, parce que le défi est encore plus grand, de plus en plus. Et du coup, ça me fait plaisir de penser à Serge Antoine, qui a initié cette histoire, qui existe encore aujourd'hui, 30 ans après ? 40 ans, plus de 40 ans après. Oui. Voilà, donc vraiment, je suis admirative de ce que vous faites, et je pense que on devrait faire des pétitions pour que on vous donne les moyens d'aller plus loin, d'aller plus vite aussi, d'une certaine manière, etc. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon... Juste un mot sur cet héritage. Je pense que cet héritage, il est extrêmement précieux, de Serge Antoine, de Michel Baptiste, d'un ensemble de personnes qui ont fait l'origine du plan bleu et qui sont aussi à l'origine de tous ces partenariats. Et je serais bien en mal de les citer tous, mais on a énormément de partenariats avec le réseau FEMIS, des économistes, avec un ensemble vraiment de réseaux qui font que, avec des ONG, qui font que notre travail continue à avancer ensemble. Et puis surtout avec les autres centres du réseau dont je parlais au départ, au sein du plan d'action pour la Méditerranée, avec lesquels on travaille de manière très soudée. Et donc, je pense que chaque équipe reste une petite équipe, mais qu'en travaillant ensemble, on arrive quand même vraiment à mobiliser des moyens et à avancer sur ces sujets. Merci beaucoup.